finalement, la conclusion, en tout cas le message de Jacques, est une excellente introduction aux prochains propos. On continue donc dans ce moment gynécologique, puisque nous recevons, enfin l'Académie reçoit son propre past president, Richard Villet, qui nous fait une conférence tout à fait adaptée à la question posée, chirurgie et cancer. Ne sera pas du tout gynécologique, puisque le cancer, malheureusement, on vient de voir ce matin, intéresse tous les organes. Et ma réflexion, mais avant de faire cette réflexion, je voudrais remercier Pascal d'abord de nous accueillir ici, puis je voudrais vous remercier personnellement, Monsieur Gourdou, d'être à l'hôtel à César, puisque je crois que vous avez beaucoup participé. Et donc c'est pour moi un honneur en tant que passe-président de l'Académie de chirurgie. Et si je parle ici, ça n'est pas en tant que chirurgien gynécologue ou urogynécologue, c'est essentiellement en tant que président de la commission de cancérologie de l'Académie de médecine et en même temps de ma relation avec l'Académie de chirurgie, puisqu'un des problèmes qui se posent actuellement, c'est quid des chirurgiens qui traitent les cancers. Et pourquoi on a pris ce sujet aussi bien à l'Académie de chirurgie qu'à l'Académie de médecine? C'est parce qu'en fait, comme on vient de voir ce matin, il y a une modification considérable de la chirurgie et des techniques chirurgicales, notamment avec les méthodes alternatives, que d'autre part, on a très peu de données concernant, j'allais dire, l'imprécision des données épidémiologiques futures concernant le cancer. Et troisièmement, qu'il y a eu une bombe en mars 2021, qui est un article de Lancet Oncology, qui a soulevé le problème: existera-t-il dans les années à venir suffisamment d'équipes chirurgicales pour s'intéresser à la cancérologie, pour traiter le cancer, allant jusqu'à des chiffres de plus de 100% de manquement dans les pays en voie de développement, ou plutôt à faible revenu économique, et dans nos pays jusqu'à 29%. Alors mon exposé, diapositive suivante, je vais d'abord faire très rapidement une histoire de la chirurgie du cancer, mais ça va aller très très vite. On a la chance en gynécologie, par contre, ou en scénologie si vous préférez, que le cancer du sein reste le modèle de la cancérologie, modèle à la fois expérimental, modèle clinique, tout simplement parce qu'il y a une présentation clinique qui est facile, qu'on voit, et deuxièmement parce qu'il y en a beaucoup, ce qui permet de faire beaucoup d'études. Eh bien, si on reprend le cancer du sein, il faut se souvenir qu'une Terre, qui était un chirurgien anglais en 1800, au moment de l'ouverture du College of Surgeons, on lui présentait un dossier de cancérologie, il a dit, à propos du cancer du sein, il n'y a aucune raison de ne pas l'enlever. Et il va falloir attendre, d'une part, la découverte de l'anesthésie, d'autre part, la découverte de l'antisepsie par Lister, pour que Sir William Alsted fasse la première mastectomie en 1880. Ce qui était intéressant dans cette description de mastectomie, qu'il rédigera de façon définitive 14 ans plus tard, c'est qu'il donnait le premier concept fondamental qui est en train justement de subir l'innovation, c'est la résection du sein avec la tumeur qui est dedans, des pectoraux, de tous les lymphatiques et du coaxillaire, et donc la notion de exérèse élargie, avec l'idée déjà qui existait, c'est qu'au-delà de la tumeur, il existe des cellules qui sont à l'origine de la récidive. Et donc la chirurgie élargie était née, et cette chirurgie élargie allait se développer également pour les autres organes. Et là, il faut citer un nom fondamental pour nous, c'est Billroth, puisque Billroth à Berlin allait décrire les résections élargies à la fois pour le larynx, l'œsophage, l'estomac, le rectum. Et l'autre point que je voudrais noter sur Billroth, parce que ça débouchera sur la suite de mon exposé, c'est que Billroth a eu l'idée déjà de former les chirurgiens aux exérèses élargies. Et donc, la chirurgie, enfin si vous voulez, le chirurgien oncologue, entre guillemets, était né dans l'esprit de Billroth, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc cette chirurgie, enfin disons que la chirurgie, on peut dire qu'encore pendant 60 ans, 70 ans, elle allait avoir le monopole du traitement du cancer. Qu'est-il devenu ultérieurement? Les pratiques chirurgicales changent de visage. Deux grandes avancées thérapeutiques vont faire changer l'état d'esprit concernant la cancérologie, concernant la chirurgie. D'une part, l'avènement de la chimiothérapie, et là encore, je rends hommage aux gynécologues, puisque je rappelle une date fondamentale, 1967, le premier essai publié, prospectif, randomisé, du traitement adjuvant dans le cancer du sein par Billroth, qui sera suivi juste après par les essais nord-américains de Fischer. À côté de cette avancée de chimiothérapie, bien évidemment, Röntgen, Becquerel, la découverte du radium, et très rapidement, la découverte à la fois du radium et de la radiothérapie externe. Et là, il y a un nom célèbre à Toulouse, c'est Claudius Regaud, qui va créer les premiers accélérateurs, développer le premier accélérateur au cobalt. Et plutôt que de donner le fait que tout va changer grâce à cette radiothérapie et grâce à cette chimiothérapie, je voudrais apporter une anecdote qui va vous montrer déjà l'angoisse des chirurgiens en 1913
au congrès allemand à Halle, où on présentait les premiers cas de la radiumthérapie dans le traitement du cancer du col utérin. Et dans cette assistance, il y avait Wertheim. Les résultats étaient impressionnants. Eh bien, Döderlein, que vous connaissez pour le bacille, tape sur l'épaule de Wertheim et lui dit « Monsieur, vous êtes un chirurgien de la préhistoire, votre intervention ne sera plus exécutée. » Wertheim en prend tellement mal qu'en voyant les résultats du radium, qu'il supprime sa communication et qu'il ne parlera plus de la colpohystérectomie élargie dans ce congrès. Donc là, on peut dire que la chirurgie déjà battait un petit peu de l'aile et la chimiothérapie, vous savez, alors là je vais aller très vite, va se développer de façon considérable avec bien évidemment, d'une part, la façon de l'administrer par rapport à la chirurgie, avant, après, pendant, quelles étaient les formes galéniques diverses, quelle était la prévention des complications, et puis bien évidemment l'apparition de la génomique et des méthodes d'immunothérapie. L'idée étant majeure de faire comme les gens qui font de la cancérologie hématologique, tuer la dernière cellule, et la notion donc de maladie générale était apparue. En irradiation, bien évidemment, l'évolution était considérable, avec en particulier la précision de la radiothérapie, l'augmentation de la puissance des appareils et l'association des techniques de radiothérapie aux techniques d'imagerie qui permet de faire de l'irradiation conformationnelle et donc une désérèse ou une destruction des tumeurs pour lequel on avait bien plus besoin des chirurgiens. Un autre point qui va faire que cette chirurgie battait de l'aile, j'allais dire, c'est ce qu'on a évoqué ce matin à propos des essais prospectifs randomisés. Eh bien, il était clair que la littérature foisonnait de techniques non chirurgicales en oncologie et que les chirurgiens avaient bien du mal, puisqu'on l'a vu, et je remercie les orateurs qui ont pu montrer le contraire, c'est que le petit p statistique est difficile et les essais prospectifs randomisés en chirurgie sont difficiles puisqu'il existe un effet essentiel qu'on vient de ressentir encore ce matin, c'est l'effet chirurgien d'une part et l'effet centre d'autre part, d'où l'intérêt éventuellement des essais multicentriques. Et puis une chose particulière, c'est que les essais chirurgicaux n'ont pas d'argent. Je rappelle que les essais obligatoirement médicaux ont bien sûr de l'argent qui viennent, vous le savez d'où, et donc c'était un des problèmes de monter des essais. Et la littérature scientifique, si vous tapez sur votre ordinateur, vous verrez que le nombre d'essais chirurgicaux est considérablement infime en cancérologie par rapport aux essais des méthodes médicales ou radiothérapiques. L'autre point que je voudrais aborder, pourquoi la chirurgie, si vous voulez, battait de l'aile, si je puis dire, et pourquoi il faut se battre maintenant pour essayer de faire quelque chose, parce que dans le rapport du président de la République d'il y a 6 mois, on parlait très très peu de chirurgie. On évoque des tas de choses, mais pas de la chirurgie. Eh bien parce que il est probable, et là je mets en doute un petit peu l'article du Lancet Oncologie, c'est qu'en fait l'incidence et la prévalence des cancers dans les années à venir est à mon avis extrêmement difficile à prévoir. D'une part, du fait de la prévention, d'autre part, du fait du dépistage pour certains organes, même si on bat encore des tonnes de papier sur la prostate puisqu'on n'a toujours pas décidé, mais en tous les cas du diagnostic précoce, et bien évidemment des progrès thérapeutiques qui font que la vie des malades va être plus longue et donc la prévalence du cancer va être plus grande. L'autre événement clair et qui peut-être va bouleverser notre vie, et on en dit un mot tout à l'heure, c'est les vaccins du cancer. Il y en a déjà 2 dont on a le droit de parler. Le vaccin anti-HPV, et je regrette encore plus que vous, ou tout autant que vous, puisque j'étais le rapporteur à l'Académie de médecine pour le vaccin anti-HPV, qui maintenant heureusement est délivré à la fois aux garçons et aux filles, mais la disparition du cancer du col est une évidence en ce moment en Australie et nous sommes bien en retard. La disparition du cancer du foie avec le vaccin hépatite B est acquis dans certains pays, il le sera rapidement chez nous, et puis les ARN interférents, c'est-à-dire les ARN messagers, vont sans doute permettre peut-être de faire le cancer, d'annuler le cancer de la prostate ou de faire disparaître le cancer de la prostate, d'après ce que j'ai lu récemment. Deuxième point qui est difficile pour définir exactement ce que sera la cancérologie de demain, c'est le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, a priori, va entraîner plus de cancers, mais va surtout peut-être changer complètement notre mentalité à nous, chirurgiens ou oncologues, c'est de se dire, eh bien peut-être qu'il ne faut pas opérer les cancers. Et il y a une nouvelle tendance qui vient, qui est à souligner, qui existe déjà à la fois pour la thyroïde, pour le sein et pour la prostate, qui est la notion de surveillance active des cancers, ce qui fait que la chirurgie, peut-être là aussi, prendra un petit coup de main. L'autre élément encore qui touche la chirurgie, c'est que la chirurgie diagnostique a disparu. On ne fait plus de chirurgie diagnostique. C'est les techniques d'imagerie qui permettent des biopsies percutanées de qualité, qui vont permettre d'avoir tous les éléments nécessaires pour choisir la meilleure thérapeutique. Et puis on l'a vu ce matin,
la désescalade, qui est considérable, qui a touché, on l'a vu ce matin, aussi bien la chirurgie thoracique que la chirurgie gynécologique, et j'en citerai plein d'autres, et bien évidemment que la chirurgie digestive. Je vous donnerai une anecdote si vous voulez. Je ne vais pas vous reparler du cancer du sein, on est passé effectivement de l'intervention d'Alstedt à la conservation à la fois des ganglions lymphatiques maintenant et bien évidemment du sein. Mais je vais vous faire juste une petite anecdote puisqu'on a abordé ce sujet concernant le cancer du rectum. Je vous rappelle qu'il y a seulement 40 ans, le patient ou la patiente qui avait un cancer du rectum se retrouvait avec une colostomie iliaque gauche et avec une amputation abdominopérinéale, donc avec un périnée qui avait du mal à cicatriser, qui pouvait être même le siège d'éventration. Eh bien, grâce à l'acquis progressif dans le rectum, tolérance de marge en dessous de la tumeur inférieure à 2 cm, anastomose colo-anale, éventuellement place des réservoirs, conservation des mésos, donc conservation des nerfs, donc pas de dysfonction érectile. On est arrivé donc d'un malade qui était effectivement porteur d'une colostomie avec un périnée fermé, actuellement un malade qui, 1, a une défécation sensiblement normale et 2, des fonctions sexuelles également sensiblement normales. Le point suivant, c'est le problème de la chirurgie reconstructrice. Lorsque malheureusement, les chirurgiens ou les autres thérapeutes qui s'intéressent au cancer ne peuvent pas conserver ni l'organe ni la fonction, il va falloir trouver et connaître les autres moyens de reconstruction. Et là, il est fondamental donc, que les chirurgiens de demain qui s'intéressent à l'oncologie connaissent les méthodes de reconstruction, même s'ils ne les font pas eux-mêmes, parce qu'ils ne doivent pas couper les ponts pour les suivants. Et enfin, lorsqu'on ne peut pas non plus opérer les malades, les techniques de destruction tumorale qui sont apparues sont considérables, depuis la cryothérapie, le laser, le cyberknife, etc. Donc on peut admettre qu'aujourd'hui, la chirurgie traditionnelle du cancer a peut-être disparu, et moi je suis convaincu que la chirurgie ne disparaîtra pas, et c'est mon deuxième propos, si on admet que le chirurgien qui traite les cancers devienne un véritable chirurgien, on y reviendra dans 2 minutes, chirurgien oncologue. Il va devoir donc participer, je vais faire une banalité ici, les RCP, et heureusement ils sont tous en train de changer. Le chirurgien, ça va être la discussion que je vais avoir dans 1 minute sur le chirurgien d'organes et le chirurgien d'organisme. Je voudrais là vous présenter l'état des lieux actuel de la chirurgie en France et remercier ici, diapositive suivante, les gens de l'INCA et en particulier Christine Lebihan et Philippe Jean-Bousquet. Vous avez ici, je vais aller très rapidement sur ces diapositives, je vous demande juste de regarder en vert foncé les nombres d'hospitalisations et en bleu marine, si je puis dire, les nombres de personnes. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, si on se place en nombre de personnes, on a l'impression que dans les services de chirurgie, on ne fait rien par rapport aux services de chimiothérapie. Mais sur la colonne chirurgie, vous voyez qu'en fait, en chirurgie, c'est un one-shot. On a pratiquement également le même nombre de personnes que le nombre d'hospitalisations, alors que les chimiothérapies, bien évidemment, ont de nombreuses hospitalisations pour moins de personnes. De même, la radiothérapie. Et donc, le bruit de fond dans un hôpital de la chimiothérapie est extrêmement important par rapport à la chirurgie. Diapositive suivante. On peut présenter cette diapositive, c'est un petit peu différent, mais je voudrais juste vous faire lire en bas les personnes avec chirurgie. Alors, en gros, on peut dire que quand on a un cancer, on a 60%, je ne sais pas si j'ose dire de chance et de probabilité de passer dans un service de chirurgie pour un geste important. Et si on regarde la diapositive suivante, on s'aperçoit que cette chirurgie n'est pas faite, je vous demande de la regarder, je ne vais pas la commenter, n'est pas faite uniquement pour faire de l'exérèse, puisque vous voyez qu'en appareil digestif, en fait, il y a 56%. Je suis là dans le codage PMSI, vous suivez bien. Et donc, effectivement, quand on prend le code cancer en chirurgie digestive et qu'on prend les exérèses, il y a 56%. Par contre, on a effectivement d'autres raisons pour lesquelles le patient est hospitalisé. Si on se met en chirurgie du sein, on peut revenir pour une chambre implantable, pour une reconstruction, etc. Diapositive suivante. Pour vous montrer, là je vais aller très très vite, la bagarre ne sert à rien. Les gens en France ne font pas la même chose. Les centres de lutte contre le cancer ne font pas la même chose que les hôpitaux généraux, que les centres hospitaliers universitaires. Et vous voyez en particulier, on peut peut-être même, on le voit déjà ici, que le sein est essentiellement... Alors d'abord, excusez-moi, quelque chose de très important, c'est le camembert de droite. Moitié de la chirurgie en France est faite dans des établissements publics, moitié de la chirurgie est faite dans des établissements privés, soit privés en bleu à but, j'allais dire à but lucratif, mais c'est toujours un peu péjoratif, soit à but non commercial comme sont les ESPIC. Diapositive suivante, on va revoir ici de façon peut-être plus simple. Alors il vaut mieux regarder le tableau de droite puisque c'est rapporté là à 100%, alors que là c'est en chiffres absolus. Vous voyez donc, on comprend bien qu'en fait, par exemple, si on prend l'urologie qui est en vert, vous voyez que l'urologie
est faite beaucoup dans le privé non commercial, mais n'est pas beaucoup faite dans les centres de lutte contre le cancer. Je vous demanderai juste de regarder les CLCC et les autres établissements. Les CLCC, ils sont spécialistes dans la chirurgie gynécologique, ORL, ou, je crois que je ne l'ai pas mis, ou dans des chirurgies très spécialisées comme la chirurgie oculaire, le cancer des oculaires ou les cancers ORL très sophistiqués. Diapositive suivante pour finir, pour vous montrer une autre chose qui est importante. Eh bien, on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul. Voilà ici une slide qui me paraît très importante ici. Vous avez en première ligne les pourcentages de patients qui, avant la chirurgie, n'ont pas eu de traitement complémentaire. Je ne détaille pas, chacun regarde selon sa spécialité. Et vous avez en dessous tous les pourcentages de traitements préopératoires, que ce soit l'hormonothérapie dans certains cas, la chimiothérapie ou la radiothérapie. On peut juste noter pour les chirurgiens digestifs qui sont dans la salle qu'on retrouve bien que 74%, bien évidemment le rectum y est pour beaucoup, n'a pas de traitement préopératoire. Par contre, on a chimio-radiothérapie au départ, notamment les cancers du rectum, 14 et 9%, ce qui n'existait absolument pas il y a 20 ou 30 ans. Et là, on a aussi dans le sein, diapositive suivante, dans le sein, c'est au contraire, il n'y a pas grand-chose avant la chirurgie, mais diapositive suivante, après la chirurgie, allez-y, diapositive, elle ne passe plus, si. Voilà. Et là, vous voyez bien, il n'y a pas grand-chose dans le sein avant la chirurgie, mais après la chirurgie, il ne reste plus que 9% de patientes qui ont eu un cancer du sein qui n'ont pas de traitement. Le reste, ils ont les traitements qui sont bien reçus. Et si on repasse, par exemple, pour vous donner à la fois l'urologie et le digestif, après la chirurgie, on a maintenant, on peut dire que 50 à 60% des patients n'auront pas de traitement et tous les autres auront des traitements. D'où tout ça pour vous montrer, diapositive suivante, que finalement, les chirurgiens, eh ben, on n'est pas perçu, entre guillemets, par les tutelles. Pourquoi? Parce que le background fondamental que représentent l'oncologie, les médicales et la radiothérapie prend une place considérable. Et donc se pose le débat, que doivent faire les chirurgiens et la chirurgie pour continuer à vivre? Et c'est ce que je vais terminer sur ce débat-là. Ma première question, c'est, et je peux vous dire que les débats sont vifs dans les académies, pour savoir quel est le profil des chirurgiens qui traitent les cancers. Est-ce des chirurgiens d'organes ou des chirurgiens du cancer? Je crois que le problème existe, mais qu'il n'est pas fondamental en fait. Ce qui est clair, c'est que les patientes traitées dans les CAC étaient traitées par des chirurgiens qui se disent et qui sont oncologues, mais qui traitent essentiellement des maladies dont on a fait la preuve depuis des années qu'elles nécessitaient un traitement complémentaire. Or, je viens de vous le montrer, la plupart des maladies vont nécessiter un traitement complémentaire. Alors, on peut dire, comme certains, que de toute façon, le cancer, ça va s'apprendre, et je me tourne vers mon ami ici, là, Rimaillot, le cancer de tant de nos maîtres s'apprenait par imbibition dans les réunions de service, avant même les RCP. La réunion de service, il y avait un oncologue invité. Moi, j'étais dans des services où l'invité était célèbre. C'était Léon Schwarzenberg qui faisait son marché dans différents services parisiens et qui traitait les malades. Et donc, la conclusion, c'est que maintenant, il va falloir que le chirurgien, puisque la chirurgie a changé, change complètement et qu'il retrouve, si vous voulez, une position et qu'il se définisse en oncologie pour intervenir à tous les stades de la décision thérapeutique et l'évolution de la maladie avec une empathie qui fait, et je le souhaite beaucoup, qu'il puisse donner à son patient l'information éclairée pour qu'il puisse la partager et qu'il devienne finalement, et qu'il reste peut-être, le maître d'œuvre ou le chef d'orchestre dans la relation qu'il va établir avec ce nouveau patient cancéreux. Alors quel est le but de la philosophie de la cancérologie? Eh bien, je termine là-dessus. Vous savez qu'en 2017, on en a dit un mot ce matin, il y a une réforme considérable du 3e cycle des études médicales. Et avant 2017, il y avait un DESC dont certains membres de cette salle ont certainement participé ou l'ont eu par VAE, qui était cette validation par l'acquis de l'expérience. C'était le DESC de chirurgie cancérologie, de chirurgie cancérologique, dans lequel il y avait des options, le DESC d'oncologie chirurgicale, une option chirurgicale très spécifique et qu'on a pu obtenir. La réforme de 2017 a supprimé ce DESC et il existe actuellement 2 FST dites de cancérologie, dont l'une ne nous intéresse absolument pas puisqu'elle vise à la formation complémentaire des pédiatres à l'immunohématologie, et dont l'autre, je vous ai mis le détail ici, c'est en fait une FST de cancérologie pour permettre uniquement aux médecins et aux chirurgiens, dans leur spécialité d'organes d'origine, la primo-prescription
et la réalisation des traitements médicaux anticancéreux hors radiothérapie ainsi qu'à la gestion des effets indésirables de tous ces traitements. Et il a été rajouté sans doute à la pression même des urologues et peut-être d'un certain nombre de gynécologues les traitements à visée hormonale et les traitements pharmacologiques locaux du cancer hors radiothérapie ne révèlent pas d'AFST de cancérologie mais du DES de spécialité d'organes. Mais on n'a absolument pas intégré dans cette formation le problème actuel du chirurgien oncologue, qui est le parcours de soins, on l'a vu ce matin avec la RAC, de l'oncologie, c'est-à-dire depuis la prise en charge, depuis la consultation d'annonce, depuis la préparation du malade, etc., etc. Et donc, nous souhaitons très sincèrement, et j'espère qu'on sera entendu, trouver un autre système. Et je vous propose ici les 3 propositions que nous a fait Jean-Marc Classe, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est donc à la fois chirurgien gynécologique et à la fois on a la chance qu'il soit au CNU de cancérologie. Il propose l'idée, c'est que s'il existe une FST, il ne faut pas, j'allais dire vulgairement, on n'en a rien à foutre de la prescription des premiers médicaments. Il faut que le chirurgien qui traite les cancers change complètement sa philosophie ou son éthique, c'est-à-dire qu'il soit à la fois oncologue et chirurgien. Et je reprends cette phrase de Amiel, que nous a rappelé Philippe Lasserre récemment à l'Académie de chirurgie, il faut que ce soit un oncologue médical qui opère. Ce serait l'idéal. Et donc, se pose la question, et ça rejoint les seuils pour le pancréas, ça rejoint qu'il va bien falloir un jour aller revoir cette notion qui ne s'appelle pas d'accréditation, j'allais dire d'autorisation de la pratique de la chirurgie. Faut-il la laisser au niveau des centres ou faut-il la mettre individuelle? Je pense par contre que l'intérêt de la mettre individuelle est de faire un diplôme justement avec une FST spécifique d'oncologie chirurgicale, c'est qu'on permet notamment aux décideurs, je retourne dans les décideurs, patrons d'hôpital, cliniques, qui veulent chercher des oncologues, comment vont-ils les trouver? C'est pas parce qu'ils auront dit on a participé à des RCP de cancérologie qu'on est bien formé. Certes, le geste chirurgical reste primordial, mais il faudra que ces gens-là aient une acquisition sur le chemin oncologique de façon spécifique. Et donc, on propose cette modification de la FST, sauf si on accepte de continuer l'enseignement universitaire parallèle, et notamment les DIU, et il y en a déjà en France un DIU de chirurgie oncologique, et d'autre part, éventuellement, alors là, ça sera encore plus élégant, je crois, c'est d'aller carrément à un European Board of Surgical Qualification. Voilà, je voulais vous soulever avec vous ce débat sur, non pas l'angoisse, je crois qu'il ne faut pas être angoissé, mais sur le débat et vous mettre cette dernière diapositive qui va vous remettre mes conclusions. Ce qu'on peut dire, c'est donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura comme cancer demain. L'incidence et la prévalence du cancer, c'est quand même assez difficile à définir, contrairement à la modélisation qu'ils ont donnée dans le Lancet Oncologie. Il est clair que la cancérologie nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec une transversalité puisqu'il y a un parcours de soins considérable et donc que ça s'apprend. Troisièmement, que dans les RCP, il faut bien évidemment que le chirurgien oncologue ait le courage de connaître les méthodes alternatives et pas quand il reçoit un malade dire c'est ça qu'il faut faire, c'est de la chirurgie, et donc qu'il puisse discuter avec ses collègues des autres méthodes alternatives. Et si c'est dans ces conditions-là que le chirurgien restera maître d'œuvre, si justement il apprend ces règles d'oncologie et s'il existe des formations initiales et continues reconnues et validées en oncologie. Et je fais un petit clin d'œil qui ne plaît pas en général, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle, aux oncologues médicaux. Peut-être faudrait-il aussi qu'ils apprennent quelques règles chirurgicales. Je suis stupéfait parfois comment dans un staff d'oncologie, ils n'ont pas très bien compris ce que c'était qu'une berge-selle, pourquoi c'était difficile, c'est joli, c'est tout ça, c'est théorique, mais peut-être qu'ils viennent voir en salle d'opération comment on définit une berge-selle, qu'est-ce qu'un ganglion sentinelle de façon très spécifique, pourquoi ça se fait, comment ça se découvre, comment on fait de la fluorescence, vous l'avez très bien montré tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire sur les réflexions qu'on a actuellement, aussi bien au niveau de l'Académie de chirurgie et au niveau de l'Académie de médecine sur l'avenir de la chirurgie, puisque les méthodes interventionnelles sont également nées et ont sûrement un grand avenir. Merci beaucoup. Merci Richard, c'était absolument remarquable, très, très adapté à la fois au sujet que nous avons développé ce matin, mais aussi à toutes les questions d'actualité que tu as évoquées. Nous avons 5 minutes pour finir parfaitement à l'heure et pour discuter. Je crois que tu as été très complet. On avait tous répondu à ta question à l'avance. Il faut être les deux. Et tu l'as employé finalement plusieurs fois, l'expression chirurgien-oncologue.
Et il nous paraît naturel, par exemple, de penser que les radiothérapeutes sont aussi oncologues. On associe donc une connaissance oncologique à un acte technique. Ce doit exactement être le cas pour la chirurgie, enfin pour les chirurgiens qui sont concernés par l'oncologie. Ce n'est pas le cas de toutes les spécialités. Et à l'intérieur des spécialités, on le sait, et par le biais des FST, ce sera encore plus facile, il y aura des surspécialisations, d'ailleurs précocement dans la carrière. Et à cet égard, Michel Soulier peut en témoigner. À Toulouse, nos élèves ont passé les 2 SC, même si ça n'a plus la même valeur, mais étaient inscrits en 2 SC d'oncologie depuis plus de 20 ans. Et tous les élèves qui sont sortis de notre équipe avaient le 2 SC d'oncologie parce que c'était pour nous une évidence. Et c'est un vrai métier d'être chirurgien oncologue. Et c'est vrai que, puisque je parle de métier, moi je me souviens il y a très longtemps, qu'à l'INCa, on ne considérait pas, quand on parlait des métiers de la cancérologie, la chirurgie était quand même à part par rapport à des métiers comme l'entomopathologie, des choses, bien sûr, ce sont des métiers évidents, mais ça paraissait une évidence, mais finalement c'était tellement évident qu'on n'en parlait pas. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je ne voudrais surtout pas monopoliser la parole. Il y a peut-être, c'est allé vite, hein, les diapos, il y avait beaucoup de chiffres, il y en a peut-être une, peut-être que ça y était, ou il faudrait inverser, c'est-à-dire combien de patients entrent dans leur maladie carcinologique par la chirurgie ou rapidement par une chirurgie indispensable, indépendamment des traitements néoadjuvants qu'on voit apparaître. Et c'est la majorité, c'est la très grande majorité des patients. Voilà. Et je crois que c'est une des notions les plus importantes. Richard. On a évoqué ça tout à l'heure, et moi j'ai toujours pas de position. On peut plus, je crois, ne pas aller vers une. C'est toujours un côté sanction que j'aime pas beaucoup, mais une qualification des chirurgiens qui font l'oncologie. Parce que, bien évidemment, il y a même des membres célèbres, je ne vais pas te donner de nom ici, du CNU, qui disent mais non, pas du tout. Quand ils sont dans les services, les internes et les chefs de clinique, ils apprennent l'oncologie à la RCP. Et moi, je pense que la RCP est un moyen d'imbibition, sous réserve qu'elle soit d'excellente qualité, c'est-à-dire qu'elle comprenne les acteurs indispensables de cette RCP, c'est-à-dire aussi bien l'oncologue médical que l'anapathe, que l'imageur, etc. On peut sûrement apprendre la carcinologie en RCP, mais je crois que d'avoir en plus une confirmation, une estampille universitaire, c'est important. D'abord parce qu'on peut se vendre, on va quand même voyager, et qu'un directeur d'hôpital ou n'importe quoi, et c'est ce que je dis, ou même un chef de service, quand il choisit quelqu'un, même si j'arrive à mon recrutement et que je dis, bah, écoutez, moi j'étais à la RCP, bon, c'est certes une référence, mais c'est pas suffisant, et je pense vraiment qu'il faut essayer d'arriver à pousser, et ça sera peut-être le seul message de la commission de cancérologie, c'est de pousser les tutelles à revenir sur un moyen de qualifier en oncologie les chirurgiens qui la font, et ça rejoint un problème qui est clair. Est-ce qu'on doit aller sur des seuils, pas des seuils, la gradation des soins? Mais tout à l'heure, ma réflexion sur le pancréas, c'était la suivante. Je crois que même par la parotomie, on n'a pas le droit de faire de duodénopancréatectomie si on en fait 3 par an, parce que c'est plus notre concept actuel. Et c'est pareil, j'allais dire, pour le cancer du rectum, et c'est pareil probablement pour le cancer de la prostate. L'urologue qui sera installé, qui ferait 3 prostates par an, il faut qu'il aille faire autre chose. Donc, c'est un peu triste, mais il faut le faire passer aussi dans le message, je crois, pour le public. Puisque le public, de toute façon, il ira sur Internet voir la qualification de son chirurgien. Donc, il vaut mieux que ce soit des vrais diplômes plutôt que des publicités mensongères. Tu parlais tout à l'heure de l'évolution des cancers eux-mêmes, tels qu'ils se présentent à nous. J'ai bien aimé un mot de Stéphanie tout à l'heure, qui est un mot employé par nos collègues oncologues, mais qu'on peut appliquer à la chirurgie, c'est le mot désescalade. C'est un mot qui est clé et qui doit inciter nos collègues chirurgiens à s'emparer. Alors on a vu l'évolution technologique remarquable, de ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, mais il y a aussi des techniques physiques dont les chirurgiens, tu as développé la cryo, je me permets de parler des ultrasons focalisés de haute intensité parce que c'est assez remarquable dans un certain nombre de domaines, et ça se développe également actuellement le cancer du sein et dans d'autres indications. C'est ce qu'on appelle de la navigation chirurgicale, et les chirurgiens doivent savoir s'emparer de ces techniques qui certainement sont moins spectaculaires qu'une intervention conservatrice robot-assistée, mais qui représentent aussi l'avenir de la discipline, et je crois qu'il faut savoir s'investir à ce niveau. Oui. Je crois que c'est un message que j'ai souvent... Non, mais juste, si tu veux, Pascal, là, pour ajouter, je me tourne à ce moment-là vers notre futur président et vers notre ancien président et vers le groupe de travail actuel de la division complète, la chirurgie chirurgicale de l'Académie de médecine en collaboration avec l'Académie de chirurgie, c'est de se battre pour la médecine interventionnelle qu'on garde. Et si vous voulez, autant, on a dit ce matin, on a cité le TAVI.
Les chirurgiens cardiaques, ils ont compris. Hein. La valve aortique, c'est eux qui l'ont gardée, ce n'est pas des imageurs. Alors peut-être parce que c'est plus dangereux. Et là, on a un débat, je peux te dire, tu ne connais pas cette discipline, mais en endoscopie digestive, un débat dur, mais dur, vraiment dur, avec les CNU qui ne sont pas d'accord, de savoir qui doit faire l'endoscopie, par exemple, de reprise des voies biliaires. Est-ce que c'est les chirurgiens ou est-ce que c'est les endoscopistes, voire les radiologues? C'est des débats. En urologie, il y a eu un peu ce débat. On a réglé le problème il y a 20 ans, donc c'est de ce côté-là. Il y avait quand même des équipes comme à l'IGR qui étaient des radiologues très spécialisés dans la montée des sondes et dans la prise en charge des complications urologiques. Très bien, on va pouvoir continuer ce débat pendant l'heure du déjeuner. Le mot de la fin au président, je voudrais juste, avant de te passer le micro, remercier nos partenaires qui s'affichent derrière moi pour leur soutien, pour les conditions remarquables, je pense que vous le partagez, de l'organisation de cette réunion. Merci à nos partenaires. Le dernier mot au président. Oui, je suis très heureux de cette excellente session. Je vous félicite tous et vous en remercie. Et j'ajoute que tous les intervenants qui ne sont pas membres de l'Académie sont invités à présenter leur candidature à l'Académie s'ils le souhaitent. Ils se font connaître à Pascal Richman qui nous transmettra les candidatures. Très amicalement à tous. Merci. Et tout à l'heure à 14h30 pour ceux qui assisteront à la séance de l'après-midi.